Après, c'est tout le temps d'existence et on a à peu près 2000 membres un peu partout dans le Québec. Et notre objectif, notre mission, c'est d'intervenir sur le plan de l'éducation. Je ne sais pas si j'ai besoin de vous convaincre que ça ne va pas très bien l'éducation. Vous êtes au courant un peu, là. Et c'est grave parce que, je donne toujours le même exemple, mais pour moi, c'est très parlant. Il y a quelques décennies, il y a un Américain qui s'appelait Gardner qui a écrit un bouquin qui s'appelait « A Nation at Risk ». Et il parlait des États-Unis. Et il dénonçait dans son bouquin le fait qu'on laissait se dégrader l'éducation aux États-Unis. Et il disait, ça c'est très dangereux, ça peut avoir des conséquences très graves. Mais regardez qui est président des États-Unis aujourd'hui. Je pense que ça confirme un peu ce qu'il disait, et c'est un peu ce qui est en train de se passer au Québec. On laisse se dégrader les choses tranquillement, sans trop intervenir. Il y a plein de phénomènes nouveaux dont on se préoccupe à peu près pas au niveau gouvernemental. Je vous donne d'abord toute la question de la pénurie des enseignantes et des enseignants. Là, avec la rentrée, on nous dit « Ah, c'est pas grave, il y a juste une couple de centaines de postes à pourvoir. » Mais ce qu'on dit pas, c'est que dans les postes qui sont pourvus, il y a beaucoup de non légalement qualifiés. Des gens qui sont sans doute pleins de bonne volonté, mais qui ne sont pas légalement qualifiés. La vérificatrice générale estimait le nombre à peu près 30 000 au Québec il y a 2 ans. C'est énorme. C'est énorme. Alors, ces gens-là occupent des postes. Maintenant, on nous dit, il ne reste plus grand poste à combler. Mais c'est pas vrai, parce que il faut combler ces postes-là avec des personnes qui sont qualifiées. Bon. Il y a un autre phénomène dont on parle des fois occasionnellement, mais qui met une pression énorme sur le réseau de l'éducation, c'est l'explosion du nombre d'élèves ayant des problèmes particuliers. On appelle ça des EHDA, là, dans les termes techniques, mais d'où vient le problème? Est-ce que c'est une question juste qu'avant on les diagnostiquait pas? Est-ce que c'est lié à l'emploi systématique des écrans cathodiques depuis le début des années 2000? Bon, on pourrait en parler longtemps, mais le fait est que la présence de ces élèves-là dans le réseau, c'est une pression énorme qui est tout à fait comparable en ce qui me concerne à celle qu'on évoque quand on parle du système de santé, puis qu'on dit que le vieillissement de la population met des pressions sur le système. C'est vrai, et c'est vrai aussi en éducation. Mais au niveau gouvernemental, il n'y a pas grand-chose qui se passe à ce niveau-là. Alors donc, à Debout pour l'école, on a essayé de faire beaucoup de choses. On a commencé par faire un peu comme tout le monde, je dirais, là, comme beaucoup de groupes citoyens. On a lancé une pétition, on a recueilli 12 000 noms. On a envoyé ça au ministre, qui était Roberge à l'époque, et on n'a même pas eu d'accusé de réception. Alors là, on a fait des lettres ouvertes, on a fait toutes sortes de choses, et à un moment donné, on a convoqué des gens qui étaient vraiment très impliqués en éducation, puis on a eu une grande réunion pour se dire, qu'est-ce qu'on peut faire qui va faire bouger les choses? Et il y a 2 idées qui sont sorties de cette rencontre-là. La première, c'était, on devrait écrire un bouquin, un livre, qui fait le tour des principaux enjeux en éducation de façon très pédagogique, de telle sorte qu'on puisse informer les gens. Alors, c'est ce qu'on a fait. Ça a donné ça. Une autre école est possible et nécessaire. Je vais laisser cet exemplaire à Climat Québec. Et ça a été un succès de librairie très intéressant. Maintenant, on était 5-6e dans ce créneau au Québec, puis on a eu beaucoup de félicitations. Effectivement, on a réussi à présenter, et puis il y a 24 chapitres, je pense, mais ce sont des chapitres indépendants, alors on peut en lire un, lire l'autre, selon ce qui nous intéresse. Et la deuxième chose qu'on a voulu faire, ce sont des forums citoyens sur l'éducation. On en a tenu une 20aine au Québec où on invitait les citoyens et citoyennes à venir nous dire leur opinion sur l'état du système, leur vécu, etc. Et ça aussi, ça a été un grand succès. On a rejoint 2000 personnes à peu près. Et on a vécu des expériences assez particulières. Je dirais qu'on en a fait un à Caplan. OK? Caplan, là, c'est un petit village de Gaspésie, sur le bord de la mer. Il y avait 50 personnes qui sont venues des alentours, discuter avec nous, puis des gens qui avaient des expériences très pertinentes à livrer, puis des commentaires intéressants. Alors, on a ramassé tout ça, on a fait une synthèse des propos retenus, et à la suite de ça, on a pensé faire un livre blanc sur l'éducation.
Et on a commencé par un projet de livre blanc sur l'éducation, un projet de livre blanc citoyen sur l'éducation, qui proposait un certain nombre de choses, et en discutant puis en revisant les notes, tout ça, on s'est rendu compte que, dans le fond, il y avait 4 incontournables pour l'avenir de l'école québécoise. On en a fait des revendications, 4 revendications, et là, actuellement, cette année, nous allons travailler à ramasser des appuis derrière ces revendications-là. Parce qu'il y a beaucoup de groupes, là, Unis pour l'école, Coalition des partenaires en éducation, puis il y en a d'autres, là, Je protège mon école publique. Bon, il y a plein de groupes comme ça qui veulent travailler sur les questions d'éducation. Il y a les organisations syndicales qui sont très impliquées aussi. Il y a des organismes communautaires qui sont très impliqués, et il y a des organismes de jeunes, évidemment, ça les concerne au premier chef. On veut, derrière ces 4 revendications-là, obtenir le maximum d'appui possible pour mettre ça sur la place publique. C'est la seule manière avec laquelle, je pense, on peut faire changer des choses au Québec en éducation. Les 4 revendications en question sont les suivantes. D'abord, un meilleur financement. Jusqu'ici, il n'y a pas grand monde qu'on a contacté qui était contre. Et là, on a toujours ce problème, puis on le présente aussi dans le projet de livre blanc. Tu sais, on se fait toujours répondre, oui, mais l'argent, ça pousse pas d'un arbres, blablabla. Bon, oui, c'est vrai. Mais une réforme du système fiscal actuel et différentes mesures du même genre pourraient bonifier le budget dont le Québec dispose. C'est une question de volonté politique et pas autre chose. La deuxième revendication, c'est d'avoir une gouvernance scolaire plus démocratique. Il y a des projets de loi qui ont été passés dans les dernières années qui ont vraiment centralisé les pouvoirs en éducation, et les citoyens ont perdu un canal d'influence vers la gouvernance scolaire. La troisième revendication, c'est celle d'États généraux au Québec sur l'éducation. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, puis c'est comme si, comme société, on n'avait pas pris la mesure de ces changements-là, puis si on n'avait pas eu une conversation sociale approfondie sur l'école et sur nos attentes à l'égard de l'école. Okay? Alors, il y a plein de choses, là, Madeleine pourra vous en parler tout à l'heure, qui sont importantes, puis sur lesquelles, finalement, il n'y a pas de politique claire, il n'y a pas d'intention gouvernementale claire. Il faut qu'on puisse discuter socialement, ouvertement de ces problèmes-là. On a déjà fait l'exercice en 95, ça a donné ce que ça a donné, là. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas marché, mais on a fait la démonstration, en tout cas, qu'on était capable de mener ce genre d'exercice-là. Et la quatrième revendication, dont je vais vous parler un peu plus en détail, c'est celle d'un réseau commun. Et ça vise directement l'état des choses au Québec actuellement. Je ne sais pas si vous avez eu dans le Devoir la semaine dernière, ils ont consacré une page entière, une petite bande dessinée pour expliquer c'était quoi l'école à 3 vitesses. Un petit bijou très bien fait, très clair. Pourquoi on parle d'une école à 3 vitesses au Québec? Bien parce que il y a à peu près 20-25 ans, les palmarès étaient beaucoup plus prégnants, puis ça montrait que les écoles privées étaient meilleures que les écoles publiques. Évidemment, ils sélectionnent leur clientèle. Alors bon, c'est pas un raisonnement très convaincant. Mais les écoles publiques, il y en a beaucoup qui ont réagi en faisant des projets particuliers pour lesquels ils sélectionnent, soit directement, soit indirectement. Ce sont des projets très populaires. Et ça fait en sorte que la population scolaire est actuellement segmentée. Et ça, c'est grave. Prenons juste le cas des écoles privées, là. Il n'y a pas un seul pays dans le monde entier, là. Il n'y a pas un seul pays où la meilleure façon de prédire les résultats scolaires d'un jeune, c'est de regarder c'est quoi le milieu socio-économique dont il provient. Partout. Puis au Québec aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait au Québec? Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que ça veut dire que les enfants des riches sont plus intelligents que les enfants des pauvres? Évidemment, la réponse, c'est pas celle-là. Il y a un paquet de facteurs faciles à comprendre, l'absence de soucis financiers, une plus grande conscience de l'importance de l'éducation, bon, etc., mettez-en. Mais c'est la réalité. Qu'est-ce qu'on fait au Québec en regard de cette réalité-là? On subventionne les écoles privées, ce qui permet à un paquet de familles d'inscrire leurs enfants à l'école privée pour des coûts qui sont de l'ordre de quelques milliers de dollars. Sauf que ces coûts-là, c'est pas n'importe quelle famille qui peuvent quand même se les permettre.
Alors, quand on regarde le revenu des familles qui envoient leurs enfants à l'école privée, on se rend compte que c'est à peu près 3 fois le revenu médian. C'est ça qu'on fait au Québec, encourager cette tendance qui fait en sorte qu'à l'école, les enfants de milieux socio-économiques plus favorisés vont s'en tirer mieux. Et on prive évidemment l'école publique de ces éléments-là. Alors, bon, c'est un cercle vicieux que le gouvernement doit absolument briser. Alors, c'est une de nos demandes. Et pourquoi cette situation-là existe? Il faudrait remonter au rapport parent. À l'époque, vous rappelez le rapport parent déconfessionnaliser l'école, blablabla. Alors, on a laissé les écoles privées. C'était supposé être une mesure temporaire. On les a laissées exister. Puis là, ben, au fil des ans, c'est resté comme ça. Il y a un immense lobby pour que ça reste comme ça, n'est-ce pas? Et là, il y a des forces sociales, je pense aux organisations syndicales, qui auraient pu faire pression pour que ça change les choses, mais pour toutes sortes de raisons, c'est pas leur position. Parce que, bon, ce serait très compliqué de faire en sorte qu'on intègre les écoles privées dans le système public, ça créerait d'autres... Bon, en tout cas, il y a un paquet d'arguments, mais il y a des gens qui sont penchés là-dessus, et il y a un autre groupe citoyen qui s'appelle l'École Ensemble, dont je fais partie aussi, je suis membre du conseil d'administration, qui a fait un plan pour un réseau commun. Et ce plan est basé sur une idée très simple. On va dire aux écoles privées, écoutez, soit vous restez privés entièrement, puis à ce moment-là, ben, vous arrangerez avec les droits de scolarité, soit qu'on vous subventionne à 100% au lieu de 65%, vous restez privé, c'est-à-dire que vous gardez votre droit de gestion puis vos conventions collectives avec les syndicats, mais vous n'avez plus le droit de sélectionner les élèves. Donc, vous allez prendre tout le monde. Vous allez devenir des écoles de quartier. Alors ça, bon, pour certains, c'est une mesure transitoire, mais ça a l'avantage de faire en sorte que la ségrégation scolaire qu'on vit actuellement au Québec pourrait vraiment être contrée, sinon éradiquée. Surtout si on fait ça en conjonction avec d'autres mesures comme réglementer ou régir la question des projets particuliers pour que ça soit offert à tout le monde. Les projets particuliers, c'est quelque part quelque chose qui n'a pas de sens parce que autant c'est populaire, autant ça apporte beaucoup à des élèves, autant finalement dans les faits, ce n'est offert qu'aux élèves qui en auraient peut-être le moins besoin, parce que celles et ceux qui en auraient besoin pour bâtir un meilleur rapport à l'école, pour aimer ça, aller à l'école un peu plus, bien ceux-là, ils sont un peu exclus parce que la plupart du temps, enfin pas la plupart du temps, mais disons souvent, il faut prendre du temps scolaire pour faire des projets particuliers, puis si on fait du temps scolaire, bien, on a moins de temps d'enseignement, puis si on a moins de temps d'enseignement, puis qu'on veut que les élèves réussissent, bien, on prend les meilleurs. Alors, ça crée une autre dynamique de sélection et actuellement, puis ça, c'est sans compter tous les effets. Oui, il y a des frais aussi, très souvent, sans compter, par exemple, tout ce que ça génère comme magasinage d'école, anxiété chez les parents, chez les jeunes, etc. Alors, bon, pour toutes ces raisons-là, nous avons à Debout pour l'école adopté et on met de l'avant et on défend le projet de l'école ensemble. Un réseau scolaire, un réseau scolaire commun. Comme quatrième revendication, ce serait un changement majeur au Québec si on arrivait à faire ça. Quand on veut faire changer les choses, là, ça, c'est un levier extrêmement important et c'est là-dessus aussi qu'on va essayer d'avoir le plus d'appui possible et on va les rendre publics dans un grand rendez-vous national sur l'éducation au début de juin prochain. Okay? Alors, c'est un peu la stratégie qu'on a prise à Debout pour l'école. Et dans ce projet de livre blanc citoyen, il y a aussi d'autres orientations qui sont présentées comme étant non pas des revendications, mais des choses à discuter un peu plus en profondeur, peut-être dans le cadre d'États généraux. Je vais poursuivre justement pour compléter le tableau de ce qui était notre projet de livre blanc. Puis là, on est en train de travailler à la suite de toutes les consultations qu'on a pu faire à réviser la version pour en faire un livre blanc citoyen. Okay? Alors, et qui comporte, Jean vient de le dire,
pas seulement les 4 revendications là, pour lesquelles là, on dit des appuis formels, mais aussi des orientations. Alors, puis qui ont aussi été ciblés à la suite de toutes les, de toutes les consultations qu'on a pu faire. Alors, et puis, on a choisi, il a fallu prioriser. C'est sûr que ça fait pas le tour, là, bien sûr, de tous les problèmes, mais ça demeure des enjeux qui sont fondamentaux. Alors, pour des changements là, pérennes et puis surtout pour améliorer l'école publique. Alors, ces orientations-là, par contre, le mot le dit, là, à la différence des revendications, on a voulu faire une différence entre les deux. Alors, c'est des orientations, justement, le mot le dit bien. Alors, à savoir que jusqu'où on va, comment on va procéder, tout ça, il reste peut-être un espace de débat par rapport à ça. Alors, et puis, justement, un espace de débat qu'on pourrait justement faire à l'occasion du grand rendez-vous national que Debout pour l'école aussi est en train de concevoir, alors, et qui permettrait justement là, de consolider alors ces orientations-là. Alors, et puis en vue aussi des États généraux. Alors là, on aurait vraiment des orientations pour lesquelles aussi on aurait pu aller plus loin éventuellement. Et cela dit, on a quand même des propositions là, dûment énoncées, qui sont assorties à chacune de nos orientations. Alors, et puis, mais évidemment, là, Debout pour l'école va aller, bien sûr aussi. D'ailleurs, on n'a pas eu de... on suit quand même l'avis de la population, qu'on pense, qui nous appuie vraiment aussi, mais qui va dans le sens de la défense d'une école égalitaire, inclusive, puis de qualité pour tous et toutes, là, bien sûr. Alors ça, c'est selon notre déclaration de principe, alors on ne sortira pas de ça. Puis je pense que vous nous rejoignez alors sur cette base-là, puis merci d'ailleurs de l'invitation là, que vous nous avez fait de venir ici. Alors, je vais essayer de faire vite aussi. OK. D'accord. Ben merci, là, si ça vous convient aussi. Là. OK. Bon. Alors, on a 8 orientations. Alors, qui se rajoutent, là, alors, aux 4, pas revendications, pardon, 8 orientations qui s'ajoutent aux 4 revendications. Alors, là, on va voir là, si ça reste comme ça, mais tout au moins, celles-là, elles demeurent, là, elles sont comprises comme étant des priorités. Alors, la première, alors, c'est justement de réaffirmer l'importance de l'axe de socialiser dans la mission de l'école. Ça a été beaucoup dit. Alors, et ça, par contre, je réserve cette présentation-là pour la fin parce que j'ai une petite surprise pour vous alors, en parlant de cette orientation-là. Alors, si on passe, alors, dans notre projet de livre blanc, alors, vous avez toutes les orientations aussi qui suivent les 4 revendications. Alors, on passe à la deuxième, c'est pour valoriser la langue française. Alors, et puis là, tout le monde a entendu la réforme annoncée là, du ministre Drainville. Alors, c'est mon lapsus avec... c'est ça. J'ai bien écouté la conférence de Mme Archambault. Alors, c'est un bon lapsus. Okay. Oui, parce qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes aussi en français. Et puis, les annonces du ministre Drainville, ben, il y a des choses super intéressantes là, qu'on défend aussi, mais il y a quand même d'autres aspects là, qui sont essentiels, dont la valorisation du français dans toutes les matières. Ça, c'est quelque chose à laquelle on tient beaucoup. Alors, je ne vais pas en parler plus. Je pourrais intervenir sur chacune des orientations plus longuement, peut-être à la période des questions, parce que je vais quand même laisser du temps là, pour les questions à la suite de notre présentation à Jean et moi. Or, la langue française, quelque chose d'essentiel, culture commune aussi, alors, qui est essentielle. Alors, l'orientation 3, alors, ça concerne l'évaluation. Alors, c'est l'évaluation des apprentissages beaucoup, or, mais qui est d'une certaine façon pervertie
Alors, sûrement au moins, en tout cas depuis les années 2000, depuis que le gouvernement du Québec a imposé là, la gestion axée sur les résultats, alors, qui fait en sorte qu'au fond, il y a plus de place pour que l'évaluation puisse remplir son rôle essentiel, c'est d'assurer un continu, un suivi alors, des apprentissages. Alors, tout devient lié à la réussite aux examens, puis à la diplomation. Puis il y a une pression énorme sur les profs, les élèves, et puis aussi les directions. Alors, à laisser tomber finalement le rôle éducatif de l'évaluation. Une autre orientation essentielle aussi, c'est le soutien aux élèves à besoins particuliers. Alors, je pense qu'il faut rappeler au gouvernement, alors les services adaptés font partie de ce qui constitue l'éducation. C'est pas un luxe, c'est pas quelque chose qu'on peut comme ça retirer ou diminuer. Alors juste pour ajuster les budgets, là. Alors il faut vraiment comprendre que si on ne maintient pas cet aspect-là de ce qui des services adaptés, on ne respecte pas le droit à l'égalité en éducation de tous et de toutes. Alors, c'est une orientation, je pense, en tout cas, qui intéresse, qui interpelle beaucoup de monde. Et j'arrive aussi, peut-être à ce propos-là, parce que Jean l'avait peut-être pas souligné suffisamment, mais dans l'école à 3 vitesses aussi, alors qu'on dénonce, qu'on veut pour un réseau commun d'éducation. On oublie que c'est la classe ordinaire qui se retrouve avec beaucoup d'élèves en difficulté, trop, justement, pour les moyens qui sont donnés. Alors, il faudrait qu'ils soient répartis, eux autres aussi, dans toutes les classes, alors que c'est pas possible, ni dans les écoles privées, et puis ni non plus dans les classes de projets particuliers de l'école publique qui font aussi de la sélection, puis qui subit aussi même une sélection financière, parce qu'il y a quand même des coûts qui sont associés aussi aux projets particuliers, même à l'école publique. Alors, donc, j'arrive aussi aux projets particuliers. Alors, on en a fait un point important, justement. Alors, pour qu'il n'y ait plus d'élèves, même le ministre Drainville est en train de dire ça, qu'il n'y ait plus d'élèves qui soient dans un programme de rien. Alors, c'est comme ça qu'ils sont appelés, c'est pour dire, hein, dans le milieu, OK? Mais on soupçonne plutôt que là, il veut ça, c'est parce qu'il veut pas toucher aux écoles privées, hein, OK? Alors, on a besoin de tenir, c'est pas juste avoir ceinture et bretelles, là, c'est que je pense qu'il faut jouer aussi sur ce terrain-là pour que tous les élèves puissent avoir un projet particulier ou quelque chose qui s'y associe. Et puis que ça va aussi aider par rapport à l'école de proximité, puis limiter le magasinage d'école aussi, et puis surtout, aider tout le monde là, à trouver de l'intérêt à l'école, entre autres par ce biais-là, ce qui semble avéré, en tout cas dans une large mesure. On revient aussi en suivant l'idée que les écoles de proximité pourraient être recréées, parce que là, tout le monde s'en va au projet particulier, là, choisi, puis selon les sélections. On pourrait revenir aussi à repenser l'école qui est ouverte à la communauté. Alors, on parlait d'école communautaire, et puis même, je pense, au début des années 2000, même le gouvernement était très favorable à ça, mais finalement, c'est tombé dans le dallo, là, cette idée-là. Pourtant, il y a beaucoup de maillages qui sont existants, entre autres, avec les groupes, les organisations communautaires, et qui font de l'aide aux devoirs, qui aident les décrocheurs, qui offrent un soutien psychologique, mais c'est comme si c'est toujours...
Donc, c'est même pas suffisamment reconnu. Il faut voir combien les groupes communautaires ont de la difficulté. Alors, ce serait important de revenir à ce modèle-là, puis à des maillages qui sont reconnus comme complémentaires puis importants, et puis qu'on respecte aussi les organismes communautaires. Alors, en leur donnant les moyens nécessaires pour qu'ils puissent remplir leur mission, et puis aussi qu'on donne des conditions de travail acceptables aussi à leur personnel. OK, qu'ils ne soient pas toujours en mode survie, là, et puis toujours en train d'attendre des subventions pour savoir combien de soutien ils pourront apporter aux écoles, avec qui ils sont en lien. Et, mon Dieu, j'en oubliais. C'est important. Formation professionnelle. Alors, on en parle moins, mais finalement, on trouvait ça important, en tout cas, debout pour l'école, parce que quand le fait qu'il se figure là, bien, on a eu des réactions aussi très favorables. Alors, pour on puisse justement avoir un autre regard sur la formation professionnelle, parce que les jeunes ne s'y inscrivent pas. Okay? Alors, puis il y a beaucoup de réactions à ça, là, entre autres, c'est comme si il y a les parents aussi là, qui ont trop peur, là. Et puis, ça peut se comprendre, mais en tout cas, on essaie de trouver une façon que le jeune puisse compléter sa formation générale, au moins aller le plus loin possible, avec un nouveau parcours. Alors, de repenser de faciliter l'accès aux jeunes qui le souhaitent, puis pas seulement ceux qui ont des difficultés, là. Alors, d'autres jeunes aussi, mais qui puissent quand même ne pas être obligés, par exemple, de quitter le secteur jeune pour aller en formation professionnelle, ce qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas compléter, par exemple, la formation générale, les 4e et 5e secondaires. En tout cas, on hasarde quelque chose, ça pourrait être quelque chose aussi à discuter davantage, justement, au grand rendez-vous national, puis en vue des États généraux. Population négligée par le système, ça voulait population d'élèves. On a identifié, bien sûr, les élèves issus des Premières Nations, mais qui vont dans nos écoles, là, nos écoles publiques, là, OK? Alors, Inuit, les jeunes raccrocheurs qui retournent à l'éducation des adultes, hein? Alors, puis qu'il ne faut pas oublier, là, parce qu'ils ont besoin de soutien. On n'a pas pris la peine de les... Peut-être le système d'éducation a failli à les éduquer, alors il faudrait peut-être les écouter, comme disait Fiori, et aussi les élèves immigrants, alors, qui méritent aussi, entre autres par rapport aux classes d'accueil et puis aux possibilités d'apprendre le français correctement, alors, qui vivent des conditions spécifiques auxquelles il faut penser. Alors, je reviens à l'axe socialisé. Oui, je me dépêche, OK, parce que c'était ma surprise. Alors, l'axe socialisé, c'était quelque chose qui a été vraiment identifié dans les forums aussi. Alors, parce que c'est comme si tout est sur la qualification, et puis il n'y a pas de place pour aussi des nouveaux enjeux qu'on retrouve dans l'école publique, là. Alors, entre autres, dans l'aspect vivre ensemble. Alors, c'est pas juste avec le vouvoiement là, qu'on va régler des choses, mais il faut le repenser plus globalement. Et puis, on s'est dit, il faudrait aussi penser l'aspect du vivre ensemble dans sa dimension politique, OK? Puis qui est très, très importante à debout pour l'école. Alors, puis qui passe par l'idée de citoyenneté. Alors, vivre ensemble, c'est aussi être gentil avec les camarades, avoir la bienveillance puis tout ça, mais il faut aussi mettre la dimension politique, alors par le caractère citoyen aussi, qui est important sur lequel il est important d'éduquer les jeunes à l'école, OK? Puis là, on s'est dit que dans le contexte actuel de crise écologique, l'éducation à la citoyenneté ne devrait pas se faire autrement que dans une perspective éco-citoyenne. Alors, c'était notre surprise. Alors, c'est le grand intérêt d'ailleurs de l'éco-citoyenneté.
Et puis, d'ailleurs, j'en profite justement là, pour vous dire combien c'est bravo là, au comité organisateur pour tous les sujets là, qui touchent justement les points d'intérêt justice sociale. Mais justement, l'éco-citoyenneté est toujours articulée entre justice climatique, elle ne se fait pas sans justice sociale. La justice sociale ne se fait pas non plus sans justice climatique. Alors, on en est. Et puis, l'éco-citoyenneté, ça va être aussi une manière de penser l'école qui va transformer aussi peut-être l'école. Alors, c'est à ce sens-là aussi que le vivre ensemble, on voudrait l'élargir à un rapport au milieu, à l'environnement, au territoire, au vivant. OK, alors c'est ce que Climat Québec, justement, défend. Et puis là, par contre, cette orientation-là est en cours d'écriture, là. Alors, c'est l'idée qu'on a. Alors, aussi dans le cadre de la révision de notre projet de livre blanc, qui va devenir le livre blanc citoyen. Alors on espère que la population, la plus large possible, va appuyer. Alors, à l'occasion dans la suite des choses là, de sa parution, qui est prévue pour janvier-février 2026. Là. Mais là, vous allez le voir, en tout cas, on va sûrement en parler aussi à l'avance, entre autres avec les 4 revendications que Jean vous a présentées tout à l'heure. Alors, moi, ça termine. Jean, je ne sais pas si... oui, puis on a des questions. Oui, si on veut, oui, c'est ça. Merci. Merci, vous avez fait ça beaucoup plus rapidement que je pensais. Je pensais qu'on allait décaler de dîner davantage, mais vous avez réussi à être super succinct. On va prendre le temps de questions. On commence par ce côté-là, que apparemment j'ai négligé tout à l'heure, donc j'ai pas vu les mains. Il n'y a pas de question. Oui, bonjour. Merci pour votre présentation. Ça me met un peu au fait de ce qui se passe ici. Je suis plus habitué à ce qui se passe au CNRS ou en Europe, là, parce que je suis plus des universités dans le monde ici. Je trouve que le regard critique n'est pas assez développé, particulièrement dans le monde universitaire. Depuis que 1994, ils ont développé le système pas projectiviste, mais productiviste. Oui. On dirait qu'on est des écoles de formation, même les universités sont des écoles de formation professionnelle qui sont là pour répondre aux besoins du marché du travail. Ça, depuis que le fédéral a envahi les champs de compétences provinciales dans le système d'éducation, lorsqu'ils ont slacké 800 postes de profs universitaires à travers le Canada. Puis qu'après ça, ils ont créé la bourse du millénaire pour ouvrir la porte aux commanditaires pour financer l'école. Puis je trouve que vous apportez une dimension de basée sur pour aller à l'encontre des inégalités. C'est ce qui est très important. Mais il faudrait peut-être, en tout cas, moi, je pense qu'il y a lieu de penser à quelque chose qui serait de récupérer les pleins pouvoirs en éducation pour les champs de compétences, parce que si on ne les possède pas, à ce moment-là, de l'extérieur, on empêche les jeunes d'aller au maximum de leur potentiel. Ce qui est encouragé, par exemple, au CNRS. C'est pour ça que je donne cet exemple-là. Ici, on a de la misère, en tout cas, à beaucoup de niveaux, de trouver des scientifiques qui ne vont pas appuyer les entreprises, les médecins, plutôt que d'avoir un regard critique. Même les cliniques qui dépendent des accidentés du travail, on a de la misère à avoir des médecins. Parce que c'est de la médecine où ils vont être en lutte avec c'est le problème de Legault d'ailleurs, de s'être accoquiné avec le fédéral qui fait de la gérance de que je parle.